skiddy bum, skiddy boom, 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 skiddy bum, ah ah. Wilfried, bonjour. Une actualité riche en ce mois d'octobre. Oui. Sept nains, Traquemage, les deux tomes de la série communale chez Glénat. Alors, la série 7, puisqu'on va parler des Sept nains et puis de Traquemage. La série 7 est maintenant bien connue des lecteurs. Tu inaugures la 3e saison de ce concept. Est-ce que tu avais une feuille de route? Non. Non, c'est juste une proposition de David Chauvel, le scénariste et directeur de cette collection, qui m'a proposé d'y participer pour la 3e saison. Je me suis juste tourné vers les saisons passées, parce que j'avais pas tout vu passer, et puis j'ai regardé ce qui avait déjà été fait et comment moi je pouvais m'intégrer là-dedans, si j'avais quelque chose à apporter ou pas, quoi, parce que c'est toujours... déjà, quand on arrive sur une collection comme ça qui compte déjà 14 bouquins, c'est difficile de ne pas être redondant avec d'autres trucs qui ont été faits, donc voilà. Et il m'est apparu que parler de 7 personnages dans un format aussi court que du 62 pages, c'est très compliqué. Parce que quand on doit présenter 7 personnages, si on veut que les 7 personnages soient intéressants et pas juste des archétypes un petit peu artificiels, et ben ça bouffe pas mal de pages sur les 62. Et du coup, moi j'ai décidé de tricher et d'utiliser 7 personnages que tout le monde connaît déjà, comme ça j'avais pas besoin de les présenter. Voilà. C'est de la pure fainéantise, tout ça. On est très loin de l'esprit Disney. Oui, qui est quand même une référence dans l'imaginaire populaire de ce conte. Oui. Est-ce que c'est une volonté de t'inscrire dans un esprit français d'irrévérence un peu iconoclaste? Ah oui, complètement. Je me suis repenché un petit peu sur ce conte, alors sur le conte classique, et puis sur la version de Disney, et il faut bien reconnaître que ça m'a un petit peu agacé, oui. C'est quand même la version de Disney, cette espèce de présentation de la femme soumise, une glorification d'une femme soumise qui ne se réalise que par les tâches ménagères. J'ai quand même trouvé que c'était un petit peu difficile aujourd'hui, que ça piquait un peu, quoi, on va dire. Donc je me suis rendu compte que les personnages féminins, en fait, du conte de Blanche-Neige étaient les plus intéressants à détourner. Donc j'ai utilisé les personnages des 7 nains pour finalement faire un portrait de femme forte, machiavéliques, qui savent ce qu'elles veulent, qui veulent accéder au pouvoir, ou en tout cas à une forme de liberté. Entre la reine et Blanche-Neige. Voilà. Et puis mon autre angle d'attaque, c'était aussi je voulais qu'il débarrassait le conte de toute notion de... Ce qui est en général ce à quoi servent les contes, c'est de définir des notions de bien et de mal. Moi, je voulais effacer tout ça, et il n'y a absolument aucune notion du bien dans cet album. Tout le monde est absolument horrible, et les personnages ne servent que leurs propres intérêts, sont en général tous assez prêts à tout, on va dire. C'est une réécriture qui oscille entre le grivois et le pastiche, tout en restant tout à fait lisible pour tout public. Oui, j'ai essayé. Ouais. C'est facile de garder cet équilibre? Non, mais c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. J'aime bien essayer justement de rester tout public à cet égard. Mais les contes populaires étaient en général assez violents. Bien sûr. Les réécritures modernes sont très soft et très minimaux. Très soft, hein. Ouais. J'ai souvenir notamment d'une version de Cendrillon, du conte original de Cendrillon, où la marâtre, pour faire rentrer les pieds de ses filles dans le chausson de verre, leur coupe les pieds, enlève des morceaux. Je me dis, c'est absolument horrible. Et difficile à lire à des enfants, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est absolument horrible. Voilà. Donc, non, nous, c'est plus soft. Au dessin des 7 nains, on retrouve Roberto Alli, qui a déjà participé à un set des 7 merveilles. Comment s'est faite la rencontre? J'imagine que pour qu'un tel récit puisse fonctionner, il faut avoir un sens de l'humour commun. Pas vraiment, parce que en fait l'album il est aussi
Finalement, moi j'ai plus travaillé avec Jérôme Le Reculé qui s'est chargé du storyboard sur cet album. Et c'est plus avec lui que j'ai échangé, parce que c'est vraiment le comique en général, c'est vraiment c'est une mécanique quoi, qui se règle véritablement au storyboard. Et Roberto, qui est italien, lui en fait c'est son graphisme qui nous avait séduit. C'est un très bon dessinateur. On a défini un style lui s'est rapproché d'un style semi-réaliste qu'il ne pratique pas d'habitude. Il a un dessin en général plutôt réaliste, et là il a fait un pas vers un genre dans lequel il ne va pas d'habitude, mais en même temps on ne voulait pas qu'il en fasse davantage, c'était juste un pas. On voulait que ça continue à ressembler à quelque chose d'assez réaliste par moment. En revanche, avec Jérôme au storyboard, on a pu vraiment voilà, régler les séquences comiques de mise en scène. Voilà. C'était surtout lui mon interlocuteur, mais c'était lié aussi à la langue. Roberto Ali parle italien, pas moi. Et voilà, donc le comique, c'est souvent, faut beaucoup se parler quoi pour. Ta deuxième actualité chez Delcourt, c'est le traquemage, ouais, que tu qualifies de rural fantasy. Oui. C'est une nouvelle envie de casser les codes établis? Oui, là aussi, c'est un peu un hasard, parce qu'il y a, à l'écriture, il y a énormément d'écart entre les deux. Traquemage, j'ai écrit il y a 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai écrit récemment. J'ai juste mis longtemps à trouver le bon dessinateur pour le faire. Mais oui, c'est plaisant de jouer avec les codes de l'heroic fantasy, parce que c'est un genre qui n'a pas besoin des autres pour se caricaturer lui-même, comme on dit. Et moi j'ai beaucoup aimé l'heroic fantasy il y a longtemps en fait, hein, quand j'avais 20 ans ou même 15. Et puis ces dernières années, je déplore un manque un peu de renouvellement là-dedans. Enfin, il n'y a pas toujours énormément d'imagination dans les langues fantasy, ça a tendance à m'agacer des fois un petit peu. Et j'avais envie, mais c'est pas, enfin, l'objectif c'était surtout de faire une proposition un peu amusante, d'une autre forme possible d'heroic fantasy, un peu plus rurale. Ouais. Comment est-ce qu'il est né ce personnage? Mais c'est un peu bizarre, mais il est né de reportages que j'ai vus sur des zones de guerre dans le monde, et notamment une fois en Irak, pendant la guerre du Golfe. J'ai vu débarquer dans un reportage dans une espèce de tout petit village au fin fond de l'Irak. Il y avait une espèce de gars, de berger qui était là avec une espèce de troupeau famélique. Et débarquait dans son village la cavalerie américaine avec les chars d'assaut. Et puis des jeunes GIs qui portent environ à peu près tous l'équivalent de 100 000 $ de matériel de haute technologie. Les chars sont reliés par satellite au QG. Aujourd'hui en plus il y a les drones, il y a tout ça. Et alors il débarquait dans son village en écoutant System of a Down à fond, ou des trucs comme ça. Ils ont à peu près tout pété. Avec les chars, ils rentraient dans les baraques à coups de pied parce qu'ils cherchaient soi-disant un leader, etc. Puis ils repartaient. Et puis alors le mec était là. Et je me disais, je mourais d'envie de savoir ce que ressentait ce mec-là, avec ce qu'il est capable de comprendre de tout ce qui vient de se passer, c'est-à-dire à peu près rien. On sentait que c'était un berger probablement illettré, qui vit au fin fond du désert. Et il vient de voir débarquer comme ça ce qui pour lui doit être l'équivalent de la sorcellerie en fait, parce que ces engins, tout ça, toute cette technologie, cette débauche de technologie américaine. Pour quel but que cherchent ces gens, qu'est-ce qu'ils font là, etc. Je pense qu'il n'a à peu près rien compris. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'ils sont partis, c'est-à-dire 1 heure après, lui, son univers a totalement changé. C'est-à-dire, si tu rajoutes à ça les frappes à l'uranium appauvri, tous ces trucs-là là, qui font qu'ensuite les zones sont défoncées à vie. J'étais fasciné par ça, par le choc de deux mondes et par les gens qui sont les dommages collatéraux en fait, de conflits qui les dépassent complètement. Et
ça peut paraître bizarre, mais c'est un peu ça le point de vue. Et puis en fait, comme souvent dans ces cas-là, je préfère faire, par rapport au sujet que je veux traiter, un pas en arrière pour pouvoir le traiter sur un autre ton, et le décaler, le changer de registre, pour pouvoir mieux en parler. En fait. Parce que je trouve qu'en fait on arrive à toucher sur ce type de sujet, finalement comme faisait Goscinny dans Astérix, quoi. On peut aborder des sujets assez profonds, mais en les décalant, en les changeant d'époque, en proposant autre chose, une alternative qui passe par le divertissement. Voilà. Et ça me paraissait une source d'enjeux tragicomiques qui sont assez savoureux pour un scénariste en fait. Voilà. Donc c'est bizarre, mais c'est né d'un reportage sur la guerre du Golfe. Oui, effectivement, alors qu'il est assez peu question de l'Irak, vous avez remarqué. Voilà, assez peu. Tu as évoqué le dessinateur. Le choix de Rollum s'est imposé à un moment comme une évidence? Oui, ça s'est imposé vraiment. En fait, la première fois que j'avais envoyé ce scénario chez Delcourt, mon directeur de collection, mon directeur d'édition chez Delcourt, qui est Grégoire Seguin, qui suit tous mes ouvrages, m'avait dit il faudrait vraiment un dessinateur là-dessus qui a dans sa palette un côté grinçant, un côté. Il ne faut pas prendre un dessinateur qui fait juste du comique, du gros nez, voilà, parce qu'il y a un côté un peu glauque dans tout ça qu'il faudrait garder. Et on était tombé complètement d'accord là-dessus, et je lui avais dit à l'époque que moi j'aimerais un dessinateur à la Rollum. Voilà, je lui avais dit pour bien faire, il faudrait un dessinateur à la Rollum. Et il a dit oui, mais ça ne se trouve pas comme ça. Ce qui est évidemment la vérité. Et puis quelques années plus tard, en fait, il s'est avéré qu'il a eu l'occasion de le lui faire lire à un moment où Rollum justement était lui-même en train de se dire qu'il travaillerait bien. Mais Rollum a toujours travaillé tout seul en fait. C'est la raison pour laquelle moi spontanément j'envoie pas trop mes scénarios à des dessinateurs qui jusqu'à présent se sont très bien passés de mes services, tu vois. Moi, Rollum, jusqu'à présent, il me faisait mourir de rire avec Andy et Gina, les aventures de John Rollum, enfin tout ce qu'il a pu faire. Et je trouvais qu'il se débrouillait très bien sans moi. Donc en fait, je me voyais pas lui dire, tiens... Donc en fait, c'est qu'à partir du moment où il a émis l'idée auprès d'un éditeur de travailler avec un scénariste, que lui a dit, tiens, j'ai un scénario à te faire lire en fait. Et donc en fait il l'a lu, ça lui a plu, donc j'ai été informé de ça, j'étais très surpris et ravi. Et c'était un moment aussi où Rollum il avait envie de faire évoluer son style vers un truc qu'il n'a jamais fait avant, et qui est de toute beauté, quoi, c'est-à-dire tout à coup se passionner pour des décors, pour des trucs qu'il faisait jamais avant, parce que lui avant c'était le personnage avant tout, et en général du contemporain, et voilà. Donc, et puis au début il m'a dit mais moi je ne sais pas si je sais dessiner des monstres, des dragons, des choses comme ça, j'ai jamais fait ça. Il n'avait jamais dessiné un monstre de toute sa vie. Et puis quand tu vois le résultat, tu te dis c'est juste sublime, ils sont hyper marrants ces monstres, donc voilà, moi je suis absolument ravi de ça. Un premier tome de mise en place et ensuite 5 mages, 5 tomes? Ça je le sais pas encore, non je crois pas. Non. Ça semble un petit peu trop évident. Non, je vais faire non, ça se télescope au bout d'un moment, vous allez voir, les mages sont des gens très bizarres, très inquiétants. Donc tu t'es quand même sérieusement attaqué au code de l'heroic fantasy. Est-ce que tu as eu des retours de tes confrères scénaristes, style lettres de menaces, malédiction sur 30 générations, jetage de sorts? Là, les sorts et tout ça, ils ont dû le faire, mais je n'en ai pas été informé jusqu'à présent. Non, mais j'ai l'impression surtout que, j'espère surtout que ça les fait marrer. C'est fait pour ça, hein, en tout cas, c'est absolument pas agressif, hein. Moi j'ai pas trouvé. Est-ce que tu te poses en défenseur des produits régionaux? Ouais, carrément. Carrément. Bah oui. C'était l'un des points de départ de cette série aussi, quoi. C'était justement voilà ce côté qu'est-ce qu'on détruit, finalement dans Traquemage, ces fameux mages, ces armées, cette magie, c'est pour représenter tout simplement des grandes puissances commerciales, industrielles, qui peuvent avoir comme ça une capacité à dévaster
des régions, une identité, une culture, et ça permet de... c'est exactement, ça peut se rapprocher de ce qu'a fait Goscinny dans le domaine des dieux, par exemple, de dire à un moment donné la volonté de l'Empire romain dans le domaine des dieux, c'est de faire disparaître le village, mais en détruisant leur culture. On n'arrive pas à les tuer, parce qu'ils nous foutent des baffes, on peut les faire disparaître autrement en les intégrant. Comment les intégrer? En faisant en sorte qu'on fasse disparaître leur culture. C'est un thème qui est violent, enfin, c'est un thème qui est dans le domaine des dieux, c'est un de mes préférés d'Astérix, parce que justement il y a des thèmes qui sont vachement d'actualité, super modernes, super intelligents, et même si c'est traité sur un ton humoristique, c'est des vraies questions d'aujourd'hui. Ouais. Tu te définis comme un raconteur d'histoire. Comment viennent les sujets? Tu as beaucoup d'avance dans les tiroirs? J'en ai plus. J'en avais. Il faudrait que j'ai 5 minutes pour en reprendre. Donc ça vient tout le temps. Ça vient tout le temps de n'importe quoi, comme là je viens de donner l'exemple de Traquemage, un reportage, un article que je lis souvent. C'est souvent ça en fait, c'est souvent des trucs d'actualité, une ligne dans un article qui des fois, moi j'ai l'impression qu'elle se met à briller, tu vois, j'ai l'impression de voir un sujet. Il y a des milliers de gens qui vont lire l'article et qui ne vont pas trouver là qu'il y a un sujet, mais moi je vois un sujet à un endroit, mais ça peut être une ligne quoi. Ça m'a été le cas par exemple sur L'assassin qu'elle mérite. Où c'est dans un livre, dans un roman de Huysmans qui s'appelle À rebours, son personnage, à un moment donné, nourrit le projet de dire ce qu'il faudrait faire. C'est créer un ennemi pour la société, mais pas payer un type qui est déjà un truand pour aller tuer des gens, arriver à prendre quelqu'un qui ne veut aucun mal à la société, quelqu'un qui est le bien, et arriver à le tordre lentement pour en faire un ennemi de la société. Et là, on aurait vraiment fait un acte artistique et beau contre cette société qui nous rançonne. Et puis il passe à autre chose. Le personnage a cette pensée à un moment donné, il passe à autre chose. Et moi, j'avais trouvé que l'idée méritait d'être creusée. Je me disais, mais c'est super comme point de départ, ça me donnait des envies. Voilà. Donc, c'est des trucs aussi bêtes que ça, un reportage, une ligne dans un livre, une scène à laquelle j'assiste dans la rue, quelqu'un que j'ai croisé, ça peut venir d'absolument n'importe où. Wilfried, merci beaucoup. De rien. Skitty bum, skitty boom, 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 skitty bum, ah ah. Skitty bum, skitty boom, 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 skitty bum, ah ah.